J'ai un micro sans fil, donc si vous voulez intervenir, je me ferai un plaisir de vous l'apporter. Voilà, alors j'attends vos questions parce que moi je connais bien le sujet. Non, mais c'est vrai que on a eu beaucoup de chance pendant ce film parce que comme il y a quelques cinéastes dans la salle, on n'aurait pas pu faire ce film il y a quelques années si on n'avait pas eu les nouvelles caméras. Le film a pratiquement été fait sans aucun projecteur. On avait des caméras qui faisaient qu'on avait plus l'air de touristes que de cinéastes. Et c'est vrai que ça nous a permis vraiment de filmer au contact du public, au contact de l'Inde. Et comme on a eu la chance de tourner le film entièrement en continuité, on a pu, au fur et à mesure de l'avancement du film, le film était très très écrit, mais tous les jours on réécrivait en fonction des oui et des non qu'on vous donne en Inde. Parce qu'en Inde, on ne vous dit jamais oui ni non. On fait ça, et c'est vrai qu'on est allé de miracle en miracle tous les jours, et on a suivi ces miracles, ce qui fait que le film a un parfum de voyage comme ça, qui est dû en grande partie justement grâce à la disponibilité des comédiens qui ont pris tous les risques. Il n'y avait pas de maquillage, il n'y avait pas de loge, il n'y avait pas de tout le cirque habituel du cinéma, ce qui fait qu'on était vraiment constamment dans le film. Alors il y avait du maquillage, il y avait de la coiffure, mais sur une base arrière, il n'y avait aucun confort. Les scènes de train, c'est 21 heures de train, 21 heures de train pour aller de New Delhi à Benares. Et donc on tournait dans les trains avec la vraie figuration, les vrais gens. À la Mela, il y avait 5 millions de gens qui se baignaient au confluent des 3 fleuves. Et donc on a eu la chance de pouvoir arriver dans tous ces endroits. Et c'est vrai qu'on aurait pu nous dire non tout le temps. Et en fait, on nous a dit oui tout le temps. Voilà. Donc on doit beaucoup à tous les miracles qui se sont produits pendant le tournage. Oui. Voilà, il y a une dame qui a une question tout de suite. Bonsoir Claude Delouche. Merci beaucoup pour votre film. J'ai été très touchée parce qu'en fait, j'ai eu un peu ce parcours il y a longtemps. Et ça m'a fait percuter que j'avais été à la recherche du père de mon fils après avoir été voir Amma. Et comme tous vos films d'ailleurs, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça me renvoie à me remettre dans mon axe. Donc merci, vous êtes une forme de yogi. L'Inde vous a rendu un Claude Lelouch yogi. Je voulais savoir, vous, comment vous aviez rencontré Amma la première fois? Alors Amma, je l'ai rencontré, c'est-à-dire quand je suis arrivé en Inde pour les repérages, donc j'ai fait à peu près 20 000 km en Inde du nord au sud, de l'est à l'ouest, et tout le temps, il y avait Raoul Vora qui aurait dû être là avec nous ce soir, qui était mon guide en Inde, qui fait le rôle du metteur en scène. Et tous les gens me disaient, il faut absolument que tu rencontres Amma, que tu vois Amma, parce que vous faites le même métier. La religion d'Amma, c'est l'amour, et la tienne, c'est un peu ça aussi. Et tout le monde me parlait d'Amma, qui est une véritable divinité, une sainte en Inde. Et je trouvais que l'idée de prendre les gens dans les bras, c'est tellement magique, merveilleux. D'ailleurs, la semaine dernière, à une projection du film à Nice, les gens se sont embrassés dans la salle après. Si vous voulez le faire, je n'ai pas. Et puis, donc je suis allé voir Amma uniquement comme un repérage pour voir l'événement. Et j'avais dans l'idée de le reconstituer, de trouver quelqu'un pour faire le rôle d'Amma. Bon. Et évidemment, dès que j'ai assisté au darshan, je me suis dit c'est impossible de faire une tricherie pareille, c'est inconcevable de jouer avec ça. Et donc, je lui ai dit, bon, je vais trouver une autre solution parce qu'on nous avait expliqué que Amma ne tournerait jamais, n'accepterait jamais, elle ne sait même pas qui est Claude Lelouch, Spielberg, enfin, le cinéma, elle ne connaît pas. Elle passe sa vie, elle consacre sa vie vraiment aux autres, et elle ne veut pas perdre une minute, elle nous l'a expliqué, elle n'a pas une seconde à perdre pour aller au secours des uns et des autres. Et donc, à un moment donné, j'ai un des assistants qui me dit, écoutez, je vais vous arranger une entrevue avec Amma. Et donc, Amma me reçoit à un moment donné, c'est un petit bureau qui ressemble plus à une cellule qu'à un bureau. J'ouvre la porte et là, elle me fait un sourire que je ne peux pas expliquer. Ce qui prouve déjà qu'elle est dans l'humour, parce que l'humour et l'amour, ça va ensemble. Et c'est grâce à elle que je voulais absolument que ce film d'amour soit plein d'humour. Car c'est la route de secours de l'amour, c'est l'humour.
Et donc elle me fait un sourire absolument incroyable. Après, elle me prend dans ses bras, me serre pendant 3-4 minutes. Là aussi, impossible d'expliquer ce qu'on ressent. Puis après, elle m'a regardé, elle m'a dit « Je ne sais pas ce que vous allez me demander, mais je vous dis oui. » On ne veut pas savoir la suite. Voilà. Mais c'est une femme incroyable. Incroyable. J'ai eu la chance, à l'âge que j'ai, de rencontrer plein de gens passionnants. Je crois que c'est la personne qui m'a le plus impressionné par sa générosité. Alors moi j'avais une question sur comment c'est la rencontre avec Dujardin. Comment ça s'est passé? J'ai cru comprendre que c'est un peu lui qui est venu vers toi, ce qui est une démarche assez rare finalement des comédiens. Oui, c'est presque un film de commande. Non, Jean et Elsa ont fait un voyage en avion de Paris à Los Angeles. Ils se sont rencontrés dans l'avion et ils ont parlé, ils ont discuté un petit peu. Ils ont dit tiens, ça serait bien qu'un jour on fasse un film ensemble. Et puis à un moment donné, Jean et Elsa ont dit ça serait formidable si Lelouch acceptait de refaire un film un peu comme il avait fait avec Un homme qui me plaît, avec Annie Girardot et Belmondo. Et ils se sont montés la tête comme ça pendant tout le voyage. Et puis dès qu'ils sont arrivés à Los Angeles, ils m'ont appelé au téléphone en me disant écoute, voilà, tu as Dujardin et Elsa quand tu veux, où tu veux, voilà. Et donc on ne peut pas résister à une déclaration d'amour. Voilà. Et donc il y a longtemps que je voulais tourner avec Jean. Je l'avais repéré dans Un gars, une fille. Je m'étais dit ça, c'est un client pour moi. C'est vraiment un acteur pour moi. Elsa, je l'avais rencontrée 2-3 fois et je savais qu'un jour, je ferais tourner cette fille qui a tous les dons. Et puis voilà, dès qu'ils m'ont déclaré cette envie de tourner avec moi, je me suis mis au travail et curieusement, c'est venu très vite. Très vite, comme toutes les choses. Je crois beaucoup à la vitesse. Il y a une sorte d'entonnoir comme ça qui fait que on a écrit le film avec ma femme en 3 mois, même pas. Et on l'a monté très vite. Ensuite, je suis parti en Inde. J'ai hésité, à un moment donné, je voulais le faire en Russie parce que j'adore ce pays. J'ai hésité avec le Brésil. Et puis après, donc je suis allé vers l'Inde parce que ça faisait des années que je croisais des gens qui me disaient « Mais il faut que tu ailles en Inde, c'est un pays pour toi. C'est le pays où la mort n'existe pas. » Bon, les Indiens disent des choses qui sont un petit peu ressenties dans tes films. Et c'est vrai que plein de gens disaient qu'il fallait que j'aille en Inde. Et c'est vrai que dès que j'ai mis les pieds là-bas, je suis tombé amoureux de ce pays, qui est un pays absolument incroyable, parce que c'est le pays de l'acceptation. Le fossé entre les riches et les pauvres, là-bas, c'est pas un fossé, c'est un océan. Et il y a une acceptation du malheur. Les Indiens vous expliquent, quand ça va mal, c'est normal, on apprend. C'est nos premières vies. Et on ne peut pas apprendre dans le confort, on ne peut pas apprendre dans la sécurité. La plus grande école du monde, c'est la souffrance. Et ils l'acceptent. Ils savent, ils disent, un jour j'aurai ma Ferrari, un jour j'aurai un immeuble à moi. Ils sont dans l'acceptation. Et d'un seul coup, vous arrivez dans un pays où les gens, où la jalousie a pratiquement disparu. Parce qu'ils savent qu'ils ont tout le temps devant eux, ils savent que chaque vie prépare celle d'après, que chaque vie est le brouillon de l'après, et aussi, ils savent que plus ils feront de belles choses, plus il leur arrivera de belles choses. Donc tout ça est positif, et moi, inconsciemment, mon intime conviction, c'est un peu ce que je ressens depuis des années, sans avoir étudié quoi que ce soit. Je trouve trop con la mort telle qu'on essaie de nous l'expliquer ici. Voilà. Et je trouve que cette idée d'éternité me plaît beaucoup. C'est vrai que comme ça, on a tout notre temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Voilà, donc ce pays m'a plu tout de suite. Et puis, c'est un pays, vous voyez, par exemple, au moment où les gens vont voir Amma, c'est les gens les plus malheureux de la Terre. Il y a des gens qui vont bien, mais les gens viennent avec leurs valises, et ce jour-là, ils se font beaux. Ils ne viennent pas devant Amma pour essayer de... Voilà. Ils se font beaux. Ils s'habillent, ils sont propres, et ils viennent vers elle avec un sourire. Ils ne viennent pas en faisant la quête. Donc ça montre à quel point ce peuple est passionnant, intéressant, et je ne vous cache pas qu'on ne revient pas indemne de l'Inde. Jean Renoir
est allé avant moi là-bas, Rossellini, David Lean, Louis Malle et plein d'autres grands metteurs en scène ne sont pas revenus indemnes de ce pays, qui est un modèle et qui nous explique en raccourci d'une façon extraordinaire tout ce que nous ressentons aujourd'hui. Il y a un concentré absolument incroyable. Voilà, et donc c'est un pays magique. Donc j'ai essayé de le filmer. Moi j'avais une question, après je repasserai la parole à la salle. Mais à Alice, alors c'est quoi l'aventure de tourner avec Claude Lelouch? Là ça peut durer assez longtemps, mais c'est quoi, comment une comédienne comme vous vit cette aventure-là? C'est vraiment l'aventure, c'est vraiment la définition de l'aventure. Wikipédia, il y a la photo de Claude Lelouch au mot aventure, je pense. Mais en fait, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris avec Claude. Il faut, en fait, c'est vraiment, évidemment, d'être acteur, on donne une salle de jeu, il faut jouer, il faut saisir les choses, les endroits. Mais Claude, c'est encore beaucoup plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il y a un scénario, il y a une trame, il y a des personnages, on sait ce qu'on doit faire. Mais lui, il a envie qu'on fasse des sorties de route, voilà. Qu'on aille encore plus loin, qu'on ne se refuse rien. Et surtout, il aime ses comédiens très très fort, il aime les gens de manière générale. Il donne tellement confiance qu'on ose et qu'on ne se sent pas ridicule de proposer des choses. Voilà. Il nous enlève toutes les barrières, toutes les inhibitions qu'on peut avoir. Et voilà, ça enlève beaucoup de trac. Et donc on a plus d'audace. Et Claude, les clins d'œil à un homme qui me plaît sont quand même... le film est parsemé, moi qui connais bien tes films. Et même si c'est un de tes films, un homme qui me plaît, il n'est pas si connu que ça finalement. Non, il était surtout connu du Jardin. Non, c'est vrai que c'est un film que j'aime beaucoup, et que j'avais fait donc aux États-Unis. C'est aussi l'histoire d'un compositeur de musique, mais on voulait vraiment avec Jean faire un clin d'œil à Belmondo. Enfin, ce film est quand même un hommage à Jean-Paul, et c'est vrai qu'il y a un fil invisible qui relie Belmondo et Dujardin. Ah bah oui, c'est évident, dans les scènes du film, il y a des réminiscences comme ça importantes. Alors, il y avait un monsieur là-bas, bon après le monsieur là. Bonsoir, bravo et merci. Je voulais vous poser la question, vous y avez répondu à peu près tout à l'heure, mais je voulais vous la reposer. Est-ce que c'est l'histoire qui vous a amené en Inde ou est-ce que c'est l'Inde qui vous a amené l'histoire? Non, ce qui m'a amené en Inde, c'est l'histoire. J'avais envie, j'ai toujours aimé dans mes films mélanger le rationnel et l'irrationnel. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas. Et l'irrationnel, pour moi, je lui dois tout. Je veux dire que je le fais dire à Jean dans le film, mais c'est vrai que la personne à qui je dois le plus de choses, c'est le hasard. Le hasard, dans ma vie, a eu un talent absolument incroyable. Il m'a emmené là où mon intelligence ne m'aurait jamais amené. Mon intelligence, elle a trop le sens des affaires, elle est trop pragmatique et elle a trop peur. Alors que ma part d'irrationnel, mon inconscient, a tous les courages. Et le hasard discute surtout avec votre inconscient. Je veux dire qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai fait des films, je me suis aperçu que toutes les belles idées venaient du hasard plus que de ma matière grise. Ma matière grise, elle est terriblement limitée. Donc, de film en film, j'ai de plus en plus fait confiance à ce hasard, qui fait qu'aujourd'hui, je ne fais plus confiance qu'à lui. Parce qu'il sait où il faut que j'aille, et c'est toujours l'aventure. C'est toujours l'aventure. Mon intelligence, elle recherche le confort et les habitudes. Et il n'y a rien de plus chiant. Alors que le hasard, lui, il me propose tout le temps de prendre des risques et de faire ce que j'aurais jamais eu le culot de faire. Donc, c'est pour ça que l'Inde était un pays formidable pour ça, où l'irrationnel en Inde est aussi fort que le rationnel, et même encore plus. Car là-bas, ils croient à tout. Ils croient à tout ce qu'on ne connaît pas. Et donc, j'ai eu envie de jouer avec ce hasard. Et donc, c'est encore une fois, c'est ricoché de la vie. Vous savez, dans l'itinéraire d'un enfant gâté, on voit Belmondo, à un moment donné, arriver à un comptoir pour partir en avion, et il dit quel est le premier avion qui part. On lui dit c'est pour Tahiti, donc il part à Tahiti. Et je vis un peu comme ça. Je ne me réserve jamais dans un restaurant.
je réserve jamais dans un hôtel. Et quand je pars en vacances, j'arrive au dernier moment, je dis quel est le premier avion qui part. Et à chaque fois, j'ai été récompensé. À chaque fois. Et à chaque fois que je suis retourné à un endroit que je connaissais, je me suis fait chier. Parce que c'était le même film que je revoyais. Voilà. Et donc, j'ai construit ma vie là-dessus, et c'est pour ça que j'ai eu la chance de faire 45 films. Je pense que j'ai réussi à faire 45 films, plus grâce au hasard qu'au rationnel. Voilà. Et donc, vraiment, je ne sais pas comment dire à mes enfants, j'ai 7 enfants, que la prise de risque, c'est la seule chose qui peut, à un moment donné, vous permettre de côtoyer le bonheur. Vous savez, je pense la vie, c'est une forêt d'emmerdement. Une forêt d'emmerdement. Mais à chaque fois qu'on terrasse un emmerdement, c'est le bonheur. Donc on ne peut pas avoir droit au bonheur si on ne passe pas par un gros. Et plus l'emmerdement est gros, plus le bonheur est grand. Voilà. Et donc le hasard, il vous explique ça en permanence. Tout est compliqué avant d'être simple. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de raconter dans ce film, à travers une histoire d'amour, parce que une histoire d'amour, c'est la métaphore parfaite pour parler de tout. On peut parler de tout, il n'y a rien de plus... C'est le sujet essentiel, c'est la distraction préférée de l'humanité. Et j'avais très envie, encore une fois, de revisiter l'amour, mais à travers un couple, 2 couples, qui avaient déjà, comme on dit, sans être vulgaire, déroulé du câble. Ils ne sont pas à leur première histoire. Mais c'est vrai que dans une histoire d'amour, c'est toujours la première fois. On retombe en enfance à chaque fois. Donc c'était tous ces thèmes-là que... Puis j'avais envie d'avoir un couple qui parle et qui disent ce qu'ils pensent. Voilà. Ils font leur procès eux-mêmes, ils font leur critique eux-mêmes avant qu'on leur propose. Donc je me suis amusé avec tout ça. Et puis surtout, j'avais des acteurs formidables. Mais vraiment formidables, qui ont joué le jeu, qui ont pris tous les risques, qui étaient d'une disponibilité incroyable et qui m'ont permis justement de faire toutes les acrobaties qu'on avait envie de faire. Non, grâce à eux, j'ai retrouvé mes 20 ans. Monsieur, une question. Merci beaucoup en tout cas. Dans un de vos films qui raconte la totalité de vos films, vous expliquez la rencontre entre Annie Girardot et Jean-Paul Belmondo, et vous expliquez aussi pourquoi s'il y avait une tension pendant le film par rapport à ce que vous viviez à l'époque avec Annie Girardot. Alors, je ne vais pas vous poser la question avec Anna Silberstein, je ne me permettrai pas, mais est-ce que ce n'est pas aussi un message pour Annie, quelque part, par rapport à ce film? Non, il n'y a pas de... Non, j'avais envie que des adultes parlent de l'amour avec l'expérience qu'ils avaient. Vous savez, c'est tout à fait des progrès depuis la nuit des temps, sauf l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour? C'est le moment où on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. D'un seul coup, vous avez quelqu'un qui arrive premier dans votre vie sur 7 milliards de gens. Et il va falloir rester premier. Parce qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé le mieux. Et donc, en amour, la concurrence est terrible. Il y a une concurrence terrible. Et donc, ça vous tire vers le haut. Ça vous tire vers le haut. C'est un drôle de boulot, c'est un gros travail. Et c'est ce travail-là qu'on a essayé de filmer. Vous voyez, j'ai voulu essayer. Et en plus, le film, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, mais le temps, lui, sait que ce n'est pas une parenthèse. C'est-à-dire que le temps, c'est des choses que nous ne savons pas. Le temps qui passe, c'est lui le grand patron, c'est lui qui a raison au bout du compte. Et donc, ils ne savent pas que leur parenthèse est essentielle, qu'elle est fondamentale. Donc, c'est autour de tout ça, de toutes les contradictions. Il n'y a pas d'histoire d'amour simple. Toutes les histoires d'amour sont compliquées. Et dès qu'elles deviennent simples, elles deviennent chiantes. Et c'est à ce moment-là qu'on les recomplique. Alors, il y a le monsieur là-haut, au milieu de la salle, qui lève la main. Oui, un grand bravo pour un grand Lelouch. Et d'abord une question assez métaphysique. Est-ce que Jean Dujardin connaît maintenant la réponse sur à quel moment et pourquoi revient le boomerang? Et la seconde question concerne la musique. Est-ce que Francis Lay, comme Antoine, le personnage du film, est venu avec vous en Inde? Alors, Francis Lay ne prend jamais l'avion. Non, puis c'était pas nécessaire. La musique est capitale dans tous mes films. Hein. C'est un acteur important de tous mes films.
Il y a deux acteurs importants dans mes films, c'est la musique et la caméra. La caméra parce que c'est un acteur qui a tourné dans tous les films de l'histoire du cinéma et qui est dans tous les plans. Donc le premier acteur que j'ai appris à diriger, c'est la caméra. Et cette caméra, je lui ai tout fait faire en 50 ans. Tout fait faire des acrobaties, des machins. Et c'est vrai que, après avoir fait le tour du monde avec ma caméra, je sais aujourd'hui que si, pour filmer des hommes et des femmes, il faut les filmer à hauteur des yeux. Parce que c'est dans les yeux que se trouvent les parfums de vérité, et que c'est à partir de ces parfums de vérité qu'on déclenche les émotions, le rire, les larmes et la chair de poule. Voilà, donc ça c'est pour répondre à cette question, mais ce qui est important avec Francis Lay, c'est que la musique de mes films, je la compose toujours avant. Je viens voir Francis, il est la première personne au monde à qui je raconte mon film. Je lui raconte le film, et après je lui dis maintenant tu vas me raconter la même histoire avec des notes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on fait le mélange. Et la musique est une chose fondamentale parce que c'est ce qui parle le mieux justement à notre inconscient. C'est ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel. Et c'est vrai qu'à un moment donné, avec le scénario, moi je bute. À un moment donné, j'ai plus de mots, j'ai plus rien, et c'est à ce moment-là que la musique prend le relais. Je veux dire que la musique est un relais extraordinaire dans la dramaturgie du scénario. Comme ça peut être un truc qui tombe à plat. Voilà. Mais sur le tournage, il y a plein de scènes où je fais écouter la musique du film aux acteurs. Et le directeur d'acteurs, à ce moment-là, c'est la musique. Si vous prenez des gens qui assistent à un concert de musique, vous prenez 500 personnes, regardez leur tête quand ils écoutent le concert. Ils sont plus en relation avec leur inconscient qu'autre chose. Prenez les mêmes en train d'écouter un discours politique, là ils vont être dans le rationnel et regardez leur tête. C'est pas du tout pareil. Donc la musique, c'est quelque chose d'inexplicable. Je veux dire que si Dieu existe, il est forcément musicien. C'est à ce moment-là que ça réveille notre part d'inconscient. Et ça réveille, c'est notre inconscient, comme on a, nous dit qu'on est immortel. C'est notre intelligence qui nous dit qu'il est mortel. Donc cette dualité permanente entre notre rationnel et cet irrationnel, c'est ce que j'essaye de filmer, parce que la vie, c'est ce mélange-là permanent. Quant au boomerang, on réfléchit encore là-dessus. Oui, je vous remercie vraiment, je suis très heureuse d'être là. J'ai adoré la séquence des pronoms. Je suis linguiste, donc c'est une jolie séquence à montrer à mes étudiants. Mais je voulais aussi poser la question, peut-être parce que je suis une femme, pourquoi vous n'avez pas appelé le film 1+1 ? C'est la suite, ça. Non, vous avez raison, j'aurais pu appeler aussi une femme et un homme, mais il y a Juliette et Romain, vous avez tout à fait raison, c'était une possibilité. Voilà. Mais 1+1, c'est... C'est toujours dans l'ordre... Voilà, mais pourquoi pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bonsoir, monsieur Lelouch. Je suis cinéaste indien. Il y a quelques années, mon film qui était projeté ici aussi. Très, très, très content de vous voir. J'ai fait le voyage autant qu'indien, en travers d'autres films. Puis, j'aimerais bien dire une chose, que moi, je suis en France depuis, disons, 20 ans. Amma, vous parlez d'Amma, je connais Amma, le personnage d'Amma. Je pense qu'il y a des Amma en France aussi. J'ai écrit un scénario, j'aimerais vous voir tout à l'heure pour discuter de ça. Merci de me donner plus tard, s'il vous plaît. Mademoiselle. Bonsoir. J'ai passé vraiment un très très bon moment. J'ai quasiment vu tout au film. Il y a une scène dans le film qui m'a marquée, qui m'a fait beaucoup rire, concernant Univers infini, les clés du secret de Daniel Sévigny. Alors je voulais savoir, qu'est-ce que vous en avez pensé du bouquin, justement? Si c'est ironique ou vous... C'est-à-dire que tout dépend de la façon dont on le lit et de des choses auxquelles on croit ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je me suis amusé avec. Parce que c'est vrai que il y a les gens qui croient, il y a les gens qui ne croient pas dans tous les domaines.
Et je voulais que ce film puisse réunir les deux clans. Et je veux dire, il y a des jours où on croit un peu plus que d'autres. Il y a des jours où on est disposé. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que personne ne détient la vérité. Personne. Mais on peut être sincère. Quand je travaille avec mes acteurs, je ne leur demande pas je leur dis la vérité, personne ne la détient. Mais la sincérité, oui. Quand on est sincère, on peut faire croire à n'importe quoi. Voilà, donc il y a des jours où on croit un peu plus que d'autres. Et donc c'est là-dessus que j'ai voulu jouer. Aujourd'hui, le monde est partagé justement entre des gens qui croient un peu trop et d'autres pas assez. Et ça crée des conflits terribles, vous voyez ce que je veux dire. Alors que si on s'amuse avec tout ça, si on accepte la pensée de l'autre, on est dans l'humour et à partir de ce moment-là, on peut faire un long voyage. Voilà. Donc j'avais très envie de faire le portrait d'un homme qui se fout de tout, qui pense qu'à sa gueule, du dernier macho, d'un type qui a une chance absolument incroyable, à qui tout réussit, et qui se dit qu'un jour, évidemment, il va falloir payer, parce qu'on paye toujours l'addition, avec ce petit mal de tête qui commence à l'inquiéter. Et donc j'avais envie de faire le portrait d'un clown qui devient un homme. En fait, c'est son voyage en Inde qui transforme ce clown en homme. Donc, à travers ce portrait de cet homme qui se fout de tout, je voulais faire le portrait d'une femme qui prend trop les choses à cœur, qui veut rentrer dans les détails. Voilà. Et c'est vrai qu'on est constamment confronté à ces deux types, qui fait que la rencontre de ces deux personnages était passionnante. Parce qu'on sent que tous les deux, ils font des efforts pour aller l'un vers l'autre. Et ces efforts, c'est le problème du couple. Il faut constamment faire des efforts pour aller l'un vers l'autre. Donc, je vous dis, il y a une part dans ce bouquin que j'ai pris au sérieux et une autre partie qui m'a bien fait rire, quand même. Le monsieur là-bas. Oui, c'est une question. Bon, j'ai beaucoup aimé votre film, j'aime beaucoup vos films, Hasard ou coïncidence, tout ça, pour ça, etc. C'est des films que je regarde très souvent, régulièrement. Et en fait, quand j'y repense, je ne me souviens jamais de la fin de vos films. Comme si la fin n'avait pas d'importance spécifiquement. Donc je voulais savoir si c'était moi personnellement qui avait un problème, peut-être après Alzheimer ou autre chose, ou si c'était vos films qui étaient dans une construction où au final on s'en fout de la fin. Alors je vais vous dire, quand j'étais jeune et que j'avais la passion du cinéma, comme je n'avais pas l'argent pour aller au cinéma, je rentrais par la sortie de secours. Et donc je ratais toujours les 10 premières minutes du film. Et puis comme il y avait des contrôles à la fin, je sortais 5 minutes ou 10 minutes avant. Ce qui fait que je ne connaissais jamais le début et la fin. Et donc j'ai appris à profiter du présent. J'étais heureux des séquences que je voyais. Et c'est comme dans la vie. Vous savez, on est arrivé dans un film qui avait commencé il y a très longtemps et on sera obligé de partir avant la fin. Donc vous avez vachement intérêt à profiter du présent. Parce qu'on ne saura jamais d'où on vient à venir. Donc aujourd'hui, vous avez vu, on ne met plus nos fins dans les films. Et ce film est ouvert. Chacun de vous peut faire sa propre fin comme il a envie de la faire. Mais la fin, on ne la connaîtra jamais et on ne connaîtra jamais le début. Ça, c'est une certitude. Voilà. Ça va être dur de reposer une question après ça. Hein. Ça va être dur de reposer une question. En tous les cas, puisque Alice est là ce soir, regardez-la bien, parce qu'elle va monter très haut, très très haut. Elle a tout ce qu'il faut.